Voici donc les éléments principaux concernant la deuxième leçon sur les chemins de la puissance avec la Chine depuis 1949. Alors une courte introduction d'abord, puisque la Chine c'est la République populaire de Chine, proclamée le 1er octobre 1949. Mais la Chine est bien sûr un État très ancien. Nous avons tout d'abord ici une carte qui nous montre au IIIe siècle avant Jésus-Christ, la première unification sous la dynastie Qin. Les dynasties se succèdent, contribuant à construire peu à peu le territoire que nous connaissons aujourd'hui. En 1820, la Chine est un État très puissant qui produit un tiers de la richesse mondiale. Mais la révolution industrielle rend les puissances européennes supérieures, elles vont coloniser une partie du monde, pas la Chine, mais elles vont quand même très largement dominer son économie, obtenir des concessions, affaiblissant ainsi terriblement l'Empire. Il faut attendre 1911 et la Révolution, puis la proclamation de la République en 1912, qui porte au pouvoir Sun Yat-sen, donc qui est un peu considéré comme un père de la nation et qui reste aujourd'hui considéré tant en République populaire qu'à Taïwan. Mais la Chine est ensuite marquée par une guerre civile entre les communistes, Parti communiste chinois de Mao Zedong, et les nationalistes, ici, de Chiang Kai-shek, dans les années 30. C'est finalement le Parti communiste qui l'emporte, la Chine devient donc communiste, mais Chiang Kai-shek et ses nationalistes se sont réfugiés sur l'île anciennement appelée de Formose, qui deviendra Taïwan par la suite, et qui d'ailleurs va hériter du siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. La problématique globale est assez simple finalement. Comment passe-t-on en 1949 d'une Chine qui est plutôt pauvre, qui représente moins de 5% du PIB mondial, qui prend pour modèle l'URSS, donc qui collectivise, qui planifie, à la Chine d'aujourd'hui finalement, qui est une Chine beaucoup plus riche, en tout cas globalement, deuxième puissance économique mondiale, plus de 10% du PIB du monde, une Chine beaucoup plus ouverte, du moins économiquement, sur la mondialisation. Alors pour répondre à cette problématique, eh bien, nous allons considérer deux moments de la Chine. C'est d'abord la Chine sous Mao, de 1949 à 1976, c'est la mort de Mao, et puis la Chine de la modernisation et de l'ouverture, depuis essentiellement 1976, surtout 1978 avec les premières réformes de Deng Xiaoping. La Chine de Mao peut elle-même être divisée en deux parties. Nous allons voir tout d'abord de 1949 aux années 60 comment elle tente de suivre le modèle soviétique intégré au bloc de l'Est, et puis par la suite nous verrons au milieu des années 60 la rupture avec l'URSS et le développement d'un modèle propre. Alors tout d'abord, eh bien, après des années de guerre, la Chine doit se reconstruire, doit également construire la Chine communiste. En 1950 est signé avec Staline, avec donc l'URSS, un traité dit d'alliance et d'assistance mutuelle pour que l'URSS apporte une aide financière et technique, et il y a également un volet militaire. Donc la Chine adopte alors le développement façon URSS, avec collectivisation bien sûr, industrialisation, priorité donnée à l'industrie lourde et planification. En termes de politique, la Chine est parfaitement intégrée au bloc de l'Est. Donc durant la guerre froide, eh bien, elle se montre un allié fidèle de l'URSS. C'est le cas durant la guerre de Corée, qui se déroule de 1950 à 1953. Initialement, la Corée du Nord a attaqué le Sud, mais les troupes nord-coréennes sont ensuite repoussées par les États-Unis, qui parviennent quasiment à la frontière chinoise. Donc à ce moment-là, eh bien, ce sont les soldats chinois qui viennent contrer les Américains. Dans le même temps, toutefois, eh bien, Mao tente de s'imposer à l'international, et en 19
1955, la Chine participe à la conférence de Bandung, ici en Indonésie, qui réunit les États nouvellement décolonisés ou sympathisants pour former ce qu'on appellera bientôt le tiers-monde. Nous avons ici le Premier ministre qui va jouer un grand rôle, Zhou Enlai, en discussion avec Nehru, le leader indien. Mais l'alliance avec l'URSS ne dure pas car Mao entend développer son propre modèle et se débarrasser finalement de la tutelle de ce grand frère un petit peu encombrant qu'est l'URSS. En 1958, il lance un programme appelé le Grand Bond en avant. Et on retrouve ici une des bases du maoïsme qui est plutôt de s'appuyer sur le monde rural, et donc un grand nombre de personnes sont notamment renvoyées dans des communes rurales, avec pour conséquence un désastre économique. En 1953, eh bien, Staline a cédé la place ici à Nikita Khrouchtchev, et Mao entend peut-être profiter de ce changement pour s'imposer. Même si Khrouchtchev apaise les tensions en rendant visite très vite à Mao en Chine, en 1962, c'est l'affaire de Cuba, et Mao reproche à Khrouchtchev finalement d'avoir perdu ce bras de fer avec les États-Unis. La même année, des incidents frontaliers avec l'Inde pour une délimitation de frontières ici non définitive, entraîne une courte guerre entre la Chine et l'Inde. La Chine récupère un petit peu de territoire. Mais durant ce conflit, l'URSS s'est rangée du côté des États-Unis pour prendre le parti de l'Inde. Il y a donc une double rupture entre la Chine et l'URSS, mais également entre la Chine et l'Inde. Ces deux pays, pourtant, en 1955, se présentaient comme des leaders du tiers-monde, des leaders des non-alignés. L'URSS prend elle-même ses distances, refuse de donner la bombe atomique à la Chine, qui développe pourtant ce propre programme et réussit à l'obtenir en 1964. Évidemment, c'est un élément très important dans la guerre froide et l'équilibre de la terreur. Mao est tout de même un petit peu contesté, mais il se débarrasse de ses opposants en 1966 lors de la révolution culturelle. À ce moment-là, les pensées du président Mao Zedong, connu en France sous le nom de Petit Livre Rouge, ont un grand succès, notamment en mai 1968 auprès des étudiants. Pourtant, Mao doit quand même batailler ferme pour s'affirmer sur la scène internationale, avec un premier grand succès en 1971, puisque la République populaire de Chine récupère son poste, sa place à l'ONU aux dépens de Taïwan. Et en 1972, il y a comme une accalmie dans la guerre froide, puisque le président américain Nixon rend visite à Mao, même s'il faut attendre 1978 pour une reconnaissance officielle des États-Unis de la République populaire de Chine. 1976 est un tournant, puisque disparaissent la même année Mao Zedong et Zhou Enlai. Le parti communiste chinois déclare alors que Mao avait raison à 70%, mais tort à 30%. Donc ce recul, cette petite critique, permet d'ouvrir le temps des réformes. Et c'est le cas donc avec Deng Xiaoping à partir de 1978. C'est là que commence ce qu'on appelle parfois l'ère des modernisateurs ou l'ère des réalistes. Avec Deng Xiaoping, nous avons les premières réformes, des zones économiques spéciales qui s'ouvrent timidement sur le littoral sud pour accueillir les premières entreprises étrangères. C'est aussi le temps du lancement de la politique de l'enfant unique pour limiter la croissance démographique. Même si ici l'ouverture, la timide ouverture économique ne s'accompagne pas d'une ouverture politique, le régime reste extrêmement ferme. Son œuvre est poursuivie par Jiang Zemin, disons dans les années 90. C'est lui qui amène
la Chine dans l'OMC, nous allons en reparler. C'est lui qui obtient également les Jeux Olympiques de Pékin de 2008. En 2002, donc nouvelle ère finalement, c'est Hu Jintao. C'est un petit peu le dernier héritier de Deng Xiaoping. Eh bien, c'est le temps de la puissance retrouvée, finalement, le temps des innovations. Donc, si l'on résume, nous avons dans un premier temps les années 70-80, eh bien, l'ère de l'ouverture. Les années 90, c'est le moment où la Chine devient l'atelier du monde, beaucoup de délocalisation. Et là, eh bien, nous avons véritablement aussi une Chine de l'innovation, d'une nouvelle puissance. Tout récemment, eh bien, Xi Jinping, ici, a pour charge finalement de gérer tout cet héritage et de poursuivre ce programme que l'on appelle l'économie socialiste de marché, c'est-à-dire une inscription dans la mondialisation, dans les grands flux marchands, mais tout en restant strict au niveau politique. Face aux difficultés rencontrées par l'hyperpuissance américaine, eh bien, certains annoncent déjà que le XXIe siècle sera le siècle de la Chine. Alors, quels sont les éléments qui permettent de soutenir cette affirmation? Eh bien, c'est une Chine, on a dit, ouverte. 2001, la Chine rentre dans l'Organisation mondiale du commerce. Elle devient, depuis 2010, la deuxième puissance économique du monde. C'est le deuxième PIB mondial. Une Chine qui obtient la reconnaissance internationale, les Jeux Olympiques de Pékin, mais également l'exposition universelle de Shanghai, qui est devenu le premier port du monde, grâce à des investissements absolument colossaux. Une Chine qui innove, citons la marque d'ordinateur Lenovo, mais qui envoie aussi des hommes et des femmes dans l'espace, des taïkonautes, et a réussi en 2013 à faire atterrir un vaisseau d'exploration sur la Lune. C'est aussi une Chine qui augmente son budget militaire, plus de 10%, qui s'est doté d'un premier porte-avions, même si c'est un ancien vaisseau russe un petit peu aménagé, et qui met une certaine pression sur les puissances voisines, notamment le Japon, en mer de Chine. Alors terminons tout de même avec limite de la puissance chinoise pour tempérer un petit peu l'idée précédente. Alors certes, le PIB de la Chine a dépassé celui du Japon, ça a été un petit peu une nouvelle importante, voire traumatique pour les Japonais, mais ne pas oublier que le PIB de la Chine, c'est environ aujourd'hui 8000 milliards de dollars, c'est très inférieur à celui des États-Unis qui est d'environ 15 000 milliards de dollars, donc très très loin devant. Et puis ramener au nombre d'habitants, eh bien, le PIB de la Chine, la richesse finalement potentielle de chaque habitant reste très très faible, très très loin derrière le Japon. De plus, eh bien, si la Chine a connu jusqu'en 2007 une croissance très importante de son PIB, au-delà des 10%, croissance à 2 chiffres, quelque chose d'exceptionnel, eh bien, depuis la crise économique, depuis 2008, cette croissance ralentit et nous sommes aujourd'hui à une croissance de moins de 10%. C'est aussi un rééquilibrage naturel, mais nous ne sommes plus évidemment dans les taux du début du XXIe siècle. Autre difficulté, autre défi pour la Chine, eh bien, ce sont les conséquences de la politique de l'enfant unique. On le voit sur ici, cette pyramide des âges, avec un grossissement très important de la population adulte qui va bientôt devenir la population âgée qu'il faudra prendre en charge avec, comme on le voit en bas de la pyramide, des populations jeunes beaucoup moins nombreuses. Autre défi, c'est aussi le déséquilibre des sexes puisqu'on a préféré les garçons aux filles et il y a aujourd'hui un déséquilibre du ratio puisqu'il y a environ 108 hommes pour 100 femmes. Enfin, autre défi à relever, c'est celui de l'approvisionnement en matières premières, c'est celui de la gestion de la croissance des villes et de la nécessité d'y faire face,
la nécessité de construire, de produire et de gérer une pollution extrêmement importante. Donc on le voit, la Chine en un demi-siècle, même un peu plus, a l'impression de retrouver son statut de grande puissance qu'elle avait perdu au XIXe siècle, mais elle doit faire face à un grand nombre de défis.